Voilà, deuxième partie de cette matinale d'info avec Territoire d'Info et l'invité politique ce matin, c'est Éric Ciotti. Bonjour Éric Ciotti, vous êtes député des Alpes-Maritimes et vous êtes l'invité de Public Sénat, de la presse quotidienne régionale, des télés locales de France, des Indes radios, 130 radios sur tout le territoire français et de TV5 Monde. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Denis Caro qui dirige les rédactions de Nice Matin, Var Matin et Monaco Matin. Bonjour, merci d'être venu de Nice pour cette interview politique. Et Mickaël Zamès, le rédacteur en chef et spécialiste des questions politiques de Public Sénat. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous. Éric Ciotti, l'ouragan Maria est élevé au niveau de vigilance violette pour la Guadeloupe. C'est une violence inédite. Estimez-vous ce matin que tout est fait par l'État en termes de prévention des ouragans, particulièrement celui-là? À ce stade, j'ai une pensée pour nos compatriotes de Martinique et de Guadeloupe qui sont touchés par le cyclone, qui a pris manifestement une ampleur plus forte que prévu. Il est passé de 3 à 5. Donc je leur souhaite beaucoup de courage et je souhaite aux forces de secours, là aussi, le courage nécessaire pour affronter ces circonstances inédites et exceptionnelles. Et on a des forces, que ce soit nos sapeurs-pompiers, les unités de la sécurité civile, nos gendarmes, nos militaires, qui font preuve d'un grand professionnalisme, je les connais, et d'un grand courage, nous le savons. À ce propos, Franck Robine, le nouveau préfet de la Martinique, était votre directeur de service. Donc vous estimez que c'est un préfet dynamique? C'est quelqu'un de très compétent. Vous avez pointé, Éric Ciotti, les défaillances de l'État après le passage de l'ouragan Irma. Vous soutenez toujours la création d'une commission d'enquête parlementaire? Ce que j'ai dit, j'ai été choqué par les images du pillage. Nous étions face à une situation d'une ampleur exceptionnelle, même si l'arrivée du cyclone avait été annoncée. Je ne suis pas un climatologue, mais mes compétences en la matière, je le reconnais bien volontiers, sont limitées. Ce qui m'a surpris, choqué, je réitère le mot, ce sont ces images. La France, 5e puissance au monde, fait face à une situation inédite. Il n'y a rien à dire. Et là, on voit après ces scènes ahurissantes. Il y a des témoignages dans Nice Matin encore aujourd'hui de personnes qui décrivent la terreur qu'elles ont subie. Et là, je me dis, il faudra qu'on regarde pourquoi cette situation s'est passée. Est-ce que suffisamment de forces avaient été prépositionnées avant? Donc défaillance de l'État, selon vous? Sans doute pas, peut-être un manque d'anticipation. Les questions sont légitimes. Et je crois qu'il faut, et sans esprit polémique, il y a une polémique qui est née, c'était pas mon état d'esprit, c'était de dire, tirons toutes les conséquences de ce qui n'a pas marché pour éviter que ça se reproduise. Et comment vous qualifiez l'intégralité de cette gestion de crise par le président de la République? Il est sur place, et on sait qu'il a été un peu décrié par les images, notamment. Le président de la République est toujours animé par cette surenchère de communication. On a vu la séquence avec le lit de camp, le seau d'eau. C'est un peu tout est un peu surjoué. On a vu aussi ces scènes avec ces discussions assez animées avec des habitants qui étaient en colère, qui étaient tendus. C'est la marque Macron. C'est surtout de la com. C'est la communication à outrance depuis le début de ce quinquennat. Et je dirais même avant, c'est d'abord la communication. Pour l'action, il faudra sans doute attendre pour juger. L'action, on va le voir, parce qu'on va parler un peu d'économie. 16 milliards d'économies au lieu de 20 prévus initialement dans le budget 2018. C'est la feuille de route. Il n'y a pas de tour de vis annoncé. Est-ce que vous en réjouissez? Ce qu'il faut, c'est dire la vérité aux Français. Et il faut agir en vérité. Nous avions, avec François Fillon, un programme de redressement économique très courageux, très audacieux. Là, on ne voit pas trop où va la direction. Il y a, en même temps, selon la formule sacrée du macronisme, il y a des augmentations massives de fiscalité, puisqu'à partir du 1er janvier, il y aura 21 milliards d'euros d'impôts de plus avec la CSG, il y aura l'augmentation du diesel. Hier, M. Hulot annonce l'augmentation de la taxe carbone. Donc il y a à nouveau une augmentation des prélèvements obligatoires.
Et il n'y a pas de baisse des dépenses publiques très caractérisée. On voit la diminution du nombre de fonctionnaires est ridicule, 1600. On annonce certaines dispositions de redistribution. De quoi donc faire on voit recul pas, on voit pas trop où est le cap. On est, je crois, au milieu du gué et la situation de notre pays inviter à plus de courage, plus de volontarisme. On ne baissera pas les impôts si on ne baisse pas massivement les dépenses publiques. Et cette baisse des dépenses publiques, elle n'est pas au rendez-vous et elle n'est pas au bon endroit, comme on l'a fait cette année où on a baissé les moyens de nos militaires, de nos policiers, de nos gendarmes. Qui va profiter de ce budget? Hier, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont expliqué que ce n'était pas un budget pour les plus aisés, les plus modestes et les classes moyennes en profiteront. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Non, je ne la partage pas. Ce sont les victimes de ce budget, ce seront d'abord les retraités. 8 millions de retraités qui vont subir l'augmentation de la CSG sans compensation. C'est-à-dire qu'un retraité qui touche une retraite de 1 000 € par mois va perdre par an 500 € du fait de l'augmentation de la CSG. C'est considérable, c'est violent, c'est inédit. Les classes moyennes aussi, quelque part, ne seront pas accompagnées, aidées, alors qu'elles avaient été pressurisées par 5 années de gestion Hollande. Et là, il n'y a pas cette baisse de cette pression fiscale d'une ampleur aussi forte. On est là encore dans la communication. On voit bien que M. Darmanin cherche des cas pour dire qu'il y aura une augmentation du pouvoir d'achat. Il a parlé d'un 13e mois. Bon, c'est sûrement pas en mois qu'il faut compter, peut-être en jours. Mais en tout cas, il y a à nouveau cette augmentation de la fiscalité, ce choix d'augmentation de la CSG que je conteste avec force. Donc on n'est pas dans cette véritable réforme. On n'est pas dans une politique de droite ? Non, absolument pas. Quand on continue à augmenter la fiscalité, on n'est pas dans une politique de droite. Quand on ne baisse pas avec force les dépenses publiques, les emplois publics, quand on ne fait pas la réforme des retraites, quand on ne fait pas la réforme des 35 heures, on n'est pas dans une volonté de redresser le pays avec l'ampleur nécessaire. C'est Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, qui est l'invité politique de Public Sénat ce matin. Éric Ciotti, les opposants aux ordonnances se mobilisent, les routiers aujourd'hui, d'autres manifestations sont prévues cette semaine. Est-ce la semaine de tous les dangers pour le gouvernement ? Je ne sais pas. L'ampleur de la mobilisation était relativement faible la première semaine. Moi, sur le fond, je soutiens l'adoption de ces ordonnances. J'ai voté la loi d'habilitation et je voterai la loi de ratification. Après, il faut relativiser. On n'est pas dans une révolution copernicienne, comme l'annonçait M. Macron. Cette réforme est finalement d'ampleur assez modeste. Les accords d'entreprise ne se substituent pas aux accords de branche. C'est une erreur. Il n'y a pas un relèvement des seuils sociaux. Il n'y a rien sur les 35 heures. Donc, le Code du travail va rester pour l'essentiel dans sa complexité, même si tout ce qui est contenu dans les ordonnances, je le dis, va dans le bon sens. Ça ne va pas assez loin. Va dans le bon sens et dans la bonne direction. Mais Éric Ciotti, 60% des électeurs de François Fillon soutiennent le chef de l'État aujourd'hui. Est-ce que Emmanuel Macron est en train de siphonner la droite ? Je ne crois pas. Ils soutiennent peut-être sur cette réforme, puisque elle va dans le même sens que nous souhaitions, si ce n'est que la vitesse et l'ampleur est beaucoup moins forte et donc les résultats seront beaucoup moins forts. Je suis assez sceptique sur les conséquences en matière de lutte contre le chômage de cette réforme. Après, je le disais au début, Emmanuel Macron est dans la communication, il appelle des images. Jugeons à l'action, jugeons au résultat. Et malheureusement, je le dis, les choix qui sont faits ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. Et les Français, et y compris ceux qui ont voté François Fillon, vont s'en rendre compte très vite. Denis Caro. La droite se cherche, on le voit, la popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre et une enquête Odoxa Presse Régionale le confirme encore ce matin, mais pour autant les Républicains ne sont pas audibles. Que faut-il faire pour redevenir audibles ? Nous sommes en voie de reconstruction, je dirais. On a failli mourir.
c'est clair, au printemps dernier, la droite républicaine aurait pu disparaître. C'était d'ailleurs le défi d'Emmanuel Macron. Lorsqu'il a nommé Édouard Philippe à Matignon, c'était pas pour rassembler la droite et la gauche, c'était pour détruire la droite, pour qu'il soit tout seul dans une forme de pouvoir absolu. On a fait face, 100 députés libres et indépendants qui avaient un candidat en marche, comme ce fut mon cas, ont été élus. On a un groupe parlementaire, on a un tissu d'élus locaux extrêmement important. Je pense qu'on aura de beaux résultats et de bons résultats sur les élections sénatoriales dimanche. Et nous avons surtout ce grand rendez-vous du 10 décembre. Nous aurons le 10 décembre un chef qui va incarner notre famille politique. C'est un rendez-vous démocratique, c'est une élection et pas une désignation. En Marche, ce sont les désignations. Je lisais là encore dans Nice Matin, excusez-moi du chauvinisme, mais le représentant d'En Marche dans les Alpes-Maritimes qui disait l'élection, c'est démodé. La désignation, c'est moderne. C'est assez révélateur de ce qu'est En Marche. Nous avons des élections. J'invite tous ceux qui ont des idées chez les Républicains à être candidats à ces élections. Je suis persuadé, en tout cas personnellement je le souhaite, que Laurent Wauquiez sera élu président des Républicains. Et il va porter le redressement de notre famille politique avec une équipe large, rassemblée. Il y aura l'unité de notre famille politique et il y aura en même temps des idées claires et fortes, des idées de droite. Voilà. C'est assez logique dans un parti de droite d'avoir des idées de droite, même si ça surprend certains. Est-ce qu'on peut y venir? Alors Laurent Wauquiez, dans un entretien qu'il accorde cette semaine à Valeurs Actuelles, dit « La droite, depuis les années 90, ne mène que des réformes techniques aux politiques au petit pied ». Vous incluez là-dedans également Nicolas Sarkozy? Non, je n'inclus pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a conduit des réformes importantes, notamment la réforme des retraites qui a permis de sauver notre système de retraite. Il a mis en place le service minimum en cas de grève, l'autonomie des universités, les peines Donc avec Laurent Wauquiez, ça sera la politique au grand pied. Avec en revanche, de grandes réformes. Nicolas Sarkozy s'est heurté à une situation économique très violente. Rappelez-vous la crise de 2008. On n'est pas dans le même contexte aujourd'hui et on n'était pas dans le même contexte sous François Hollande. Ce qu'il faut, c'est vrai, c'est donner un cap à la droite. C'est que cette droite soit fidèle à ses racines, à ses valeurs, qu'elle n'ait pas honte d'être elle-même, qu'elle ne tombe pas en permanence dans le politiquement correct, qu'elle n'ait pas de sujet tabou, qu'elle s'attaque aux vrais problèmes des Français, qu'elle parle aux classes populaires, aux jeunes, aux classes moyennes, qui se sont un peu détournées de notre route. Il faut aujourd'hui avoir un projet global et c'est ce que propose Laurent Wauquiez et il a raison. Denis Caro. On a vu le cafouillage du gouvernement autour du sujet de la généralisation de la PMA. C'est quelque chose qui vous inquiète? On voit que le gouvernement n'est pas clair sur cette affaire. Qui dit la vérité? Est-ce que c'est Madame Schiappa? Est-ce que c'est Monsieur Collomb? Donc on voit bien là aussi qu'on veut s'adresser à beaucoup d'électorats différents et envoyer des messages qui, en même temps, sont un peu contradictoires. Moi, je dis clairement que la PMA, telle qu'elle a été annoncée par la secrétaire d'État, constituerait un pas vers la marchandisation des corps et serait dangereuse. Nous y sommes opposés. Nous sommes naturellement encore plus opposés à la GPA, mais il faut que le gouvernement soit clair aujourd'hui sur ce qu'il dit. Il faut à tout le moins un éclaircissement. Là, on est dans l'ambiguïté, on est dans le flou et on ne voit pas bien où le gouvernement veut aller. Laurent Wauquiez est pris aussi dans la polémique sur sa retraite qui toucherait du Conseil d'État. Est-ce que vous lui demandez, par exemple, ce matin, de renoncer à tout ça à cause de cette polémique? Renoncer à cet argent? On est dans les vieilles ficelles. Chaque fois qu'il y a une élection, on porte une attaque contre celui qui est candidat à cette élection. Laurent Wauquiez incarne une espérance pour la droite. Ces attaques, elles sont ridicules. Elles sont ridicules. Laurent Wauquiez, qui est conseiller d'État, qui a été major de l'ENA, est en disponibilité aujourd'hui. Donc, il paie ses cotisations, de retraite. C'est prévu dans la loi. Si le gouvernement voulait changer la loi, il aurait eu tout loisir de le faire au mois de juillet dernier. Donc, il n'y a pas de débat aujourd'hui sur cette question. Elle est tout à fait légale. On est dans la légalité. Éric Ciotti, question locale. Éric Ciotti, vous aviez déjà quelques petites divergences avec Christian Estrosi. Depuis les législatives, c'est un affrontement au grand jour. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à vous présenter contre lui au municipal à Nice?
Nous avons aujourd'hui, c'est clair, et je ne le conteste pas, une divergence d'approche, notamment sur l'avenir de notre famille politique. J'ai lu Christian Estrosi qui annonçait la création d'un nouveau mouvement. Il a eu des phrases très dures sur les Républicains. Le risque de devenir une secte, notamment. Moi, je crois qu'il a utilisé ce mot qui est un peu choquant. Moi, je crois en l'avenir de ma famille politique. Je n'ai pas changé. J'ai été élu avec un mandat clair de mes électeurs face à des candidats en marche. Je n'ai pas eu le soutien de Christian Estrosi dans cette élection législative. C'est Gérald Darmanin lui-même qui a dit que Christian Estrosi lui avait demandé de venir soutenir mon adversaire à Nice. Il a dit dans le journal L'Opinion, j'ai lu. Et donc, vous allez être candidat à la mairie de Nice. Le débat n'est pas là. Le débat, et je répondrai pas aujourd'hui, Cyril Viguier ou Denis Caro, à cette question. Elle est naturellement très prématurée. Les municipales, c'est dans 2 ans et demi. Moi, je défends ma ville, je défends mon département. Je suis le seul député de droite à Nice, en tout cas membre du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Tous les autres sont dans le soutien au gouvernement. J'ai été élu sur des bases claires. Je crois que c'est pour ça que j'ai été élu, dans la fidélité à des valeurs. Je n'ai pas changé, je défendrai ma ville, je défendrai mes valeurs. La réconciliation est possible avec Christian Estrosi ? Le reste est très anticipé. Est-ce que la réconciliation est possible? Est-ce que le dialogue est possible à nouveau? Le dialogue, le travail est possible. Et j'espère que Christian Estrosi reviendra à l'adhésion à ses valeurs et à sa famille politique dont il s'est un peu éloigné, notamment pendant la campagne présidentielle où il a donné des signes qui personnellement, comme pour beaucoup d'électeurs, m'ont choqué en faveur d'Emmanuel Macron avant le premier tour. Merci Éric Ciotti. On retrouve évidemment l'intégralité de cette interview dans Nice Matin, le site internet aujourd'hui. Merci Denis Caro qui dirige la rédaction de Nice Matin. Devoir Matin de Monaco, Matin d'avoir été le co-intervieweur d'Éric Estrosi. Merci Michael Zamez. À bientôt. Merci. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Éric Ciotti. C'est drôle. C'est vrai? Voilà, il paraît que j'ai dit Éric Estrosi à l'antenne. Il s'agit bien sûr d'Éric Ciotti, c'est un lapsus révélateur. Comme on dit, voilà, j'accueille aujourd'hui pour ce débrief Stéphane Vernet de Ouest France et Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là. Vous avez entendu Éric Ciotti ce matin. On est là pour débriefer ce qu'il a dit. On démarre tout de suite sur, évidemment, le passage de ce nouvel ouragan. Maria, après celui d'Irma, vous avez entendu Éric Estrosi émettre certaines petites critiques. J'ai entendu Éric Ciotti. Éric Ciotti, vous vous rendez compte? Lapsus. Éric Ciotti émettre certaines critiques. Oui, sur l'action de l'État, en l'occurrence à Saint-Martin, et réitérer sa demande d'une commission parlementaire. Je crois qu'elle doit avoir lieu, je pense qu'elle aura lieu. Collomb, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il était plutôt favorable, Gérard Collomb en effet. Et oui, c'est la même musique, il revient sur on savait que ça allait arriver, et pourquoi on n'était pas prêt, et pourquoi on n'en a pas fait autant juste après. C'est des questions qu'il est bon de se poser, et je pense qu'il sera utile d'aller regarder ce qui s'est passé, car nous ne sommes probablement pas à la dernière catastrophe naturelle de cet ordre-là. Une commission d'enquête est utile. Absolument, oui, elle peut se faire tout à fait de manière tout à fait apaisée, avec quelques mois de distance de l'événement. Il me semble utile que les agents de l'État, le préfet, le général de gendarmerie justifient son action, l'expliquent aussi. Donc je pense que plutôt que de laisser traîner comme ça une mauvaise impression, le sentiment que l'État n'a pas été à la hauteur, il faut aussi que les gens puissent s'expliquer. Car en effet, il n'y avait pas de force prépositionnée à un endroit où on attendait un ouragan. Ça peut paraître aussi logique. Hein. Il y a des éléments de défense que j'ai entendus pour les uns et pour les autres. Et puis, il est également utile de faire le point sur ce qui a été fait dans la foulée. Est-ce qu'on a envoyé trop tard des militaires, des policiers en renfort, etc. Toutes ces questions-là sont très utiles. Stéphane Vernet. Moi, je souscris complètement. Ce que j'ai vu, c'est autre chose, en fait. Alors, si vous vous souvenez bien, Éric Ciotti avait déclenché la polémique au lendemain du passage d'Irma en ayant des propos très durs. Aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus mesuré. Et il a expliqué, en fait, sans le dire, il est revenu sur ce passage où il a été critiqué. Il s'était trompé en disant que l'ouragan Irma était passé par les États-Unis avant de toucher les Antilles. Enfin, il était remonté, il était monté au créneau. Aujourd'hui, je l'ai trouvé, il avait réagi à chaud. Il nous a expliqué aussi,
Et je trouve qu'il est revenu sur ce qui s'était passé sur cet épisode-là, en disant, écoutez, moi, ce qui m'avait choqué, c'était les pillages. Ce que je note, moi, c'est qu'aujourd'hui, il ne parle plus de défaillance de l'État sur ce deuxième épisode. Il reste dans l'idée qu'on a besoin d'une commission parlementaire, d'une enquête parlementaire pour savoir quels sont les problèmes qui ont pu se poser. Et il a raison. En fait, il ne s'agit pas de déclencher une polémique. Il l'a dit ce matin, il n'est pas dans la polémique. Mais une enquête parlementaire, elle pourrait être très utile pour voir là où on a été bon, là où on a été moins bon et ce qu'on peut améliorer. Et effectivement, des catastrophes de cette nature, il y en aura d'autres. On est à la deuxième en 15 jours. Voilà, il y a ce travail-là, il est très utile. Moi, je ne l'ai pas trouvé polémique ce matin et je l'ai trouvé plus explicatif par rapport au premier épisode. Guillaume Doyen, il a fait de la politique aussi ce matin sur ce plateau. Il s'est donc clairement prononcé en faveur de Laurent Wauquiez, on le savait. Mais il a cogné dur contre le gouvernement. Oui. Et Michael Zamet se demandait est-ce que le gouvernement fait une politique de droite ? Il a dit non. Il a dit non. Il a dit non, mais il a dit qu'il soutenait les ordonnances travail. En réalité, le positionnement est toujours aussi difficile pour lui, quoi qu'il en dise. Le gouvernement ne fait pas une politique de droite, mais je soutiens une grosse partie de sa politique. Donc en effet, là on voit clairement que les Républicains, ce qui reste des Républicains n'est toujours pas très audible, selon l'expression qu'a employée Denis Carreau. Stéphane Vernet ? Moi, j'ai trouvé que les questions étaient très bonnes, très pertinentes, et que, en fait, Monsieur Ciotti il fait de la politique, donc il est dans l'opposition et il a une situation très compliquée. Donc, en fait, il fait quoi ? Il reconnaît que les Républicains ont failli mourir. Il a dit on a failli mourir. C'est une réalité. Il a des échéances, les sénatoriales dimanche prochain. Le 10 décembre, il veut un nouveau chef. La problématique, il y a une question qui lui a été posée sur le fait que En Marche avait siphonné la droite. Il y a un paradoxe, c'est qu'effectivement, la popularité d'Emmanuel Macron s'effondre, mais l'électorat de droite se reconnaît dans ce nouveau président, ce nouveau gouvernement. Ça a marché. Et là, il a un vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il y a quand même des gens qui sont mécontents dans ce pays. Il parle des retraités, notamment, de la classe moyenne, en disant, voilà, il essaye de rassembler, je pense, une partie de son électorat. Et puis, il veut investir dans un chef. Il attend que Laurent Wauquiez gagne le 10 décembre et qu'il y ait un repositionnement à droite. Il a raison, c'est de la logique de son parti et de ses attentes. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que en réalité, il critique l'action du gouvernement en disant c'est pas assez. C'est pas assez. Je vais voter dans le sens de la réforme du Code du travail, mais c'est pas assez. Ça suffira pas. Nous, avec François Fillon, on avait un programme beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus audacieux. C'est pas assez. Et à un moment, il se fait tacler de manière très drôle sur la citation de Wauquiez quand il dit il y a des réformettes, de la droite a conduit des réformettes au petit pied. Merci. C'est assez amusant. Vernet de Ouest France, Guillaume Doyen de la Gazette des Communes, suite à présent de notre série consacrée au sénatorial. Vue du terrain, c'est direction la Seine-Saint-Denis aujourd'hui où droite et gauche partent en ordre dispersé. C'est un reportage de Cécile Sixou. La rose a perdu ses couleurs. Ce jour-là, au siège de la Fédération de Seine-Saint-Denis, le sénateur PS sortant Gilbert Roger s'occupe des derniers détails. Voilà. Pourtant, il le sait déjà, sa liste ne fera pas aussi bien qu'en 2011. Les socialistes et les écologistes ont perdu un nombre important de villes, donc de grands électeurs. Et dans nos calculs, on ne pourra pas renouveler l'élection de 3 parlementaires. Nous visons le fait de faire entrer 2 sénateurs au scrutin du 24. Cette place perdue par la gauche, le sénateur LR Philippe Dallier compte bien la récupérer. Ce jour-là, dans la mairie de Livry-Gargan, un fief de la droite, il vient convaincre. Qu'est-ce que sera la majorité sénatoriale au lendemain du 24 septembre ? Car le dépôt, à la dernière minute d'une liste dissidente portée par Éric Raoult, l'inquiète. Le risque, effectivement, s'il y avait éparpillement des voix, ça serait que nous retrouvions 4 sénateurs de gauche. Et ça, j'espère effectivement l'éviter, parce qu'il faut conforter cette majorité sénatoriale. Autre incertitude, l'adhésion de certains grands électeurs à La République En Marche.
Une dispersion de l'électorat dont pourrait aussi pâtir le sénateur UDI sortant Vincent Capo-Canella. Lui s'abstient de faire des prévisions car son siège est en jeu. Il mise surtout sur son expérience pour séduire les élus locaux. Moi, dans cette campagne, je déroule mon programme, j'explique ce que j'étais amené à faire, mais je ne parle pas forcément des autres concurrents. Donc chacun est candidat. Voilà, je suis ancré dans ce département. J'ai l'habitude de travailler avec l'ensemble des élus. C'est sur ça que je me concentre, pas sur le reste. Salut. Salut. Ça va? Celui que tous redoutent, c'est lui, Patrick Toulmé. Le candidat LREM est président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis et proche du président de la République. En 2016, Emmanuel Macron avait choisi son centre de formation pour annoncer sa candidature. Bien implanté dans le département, il compte sur son réseau pour créer la surprise. J'ai beaucoup de gens qui me rejoignent, qui sont encartés aujourd'hui LR, qui sont encartés UDI. Et c'est logique. Et ils savent le travail que je faisais. Et j'en ai certains d'ailleurs qui m'ont dit, moi je ne viens pas épouser le parti LR, je sais le boulot que vous faites sur le département et vous m'intéressez pour ça. Parce qu'ils savent que depuis 15 ans, je m'occupe des jeunes, je m'occupe des chômeurs, je fais du concret. Elle aussi compte bien profiter des divisions. La sénatrice sortante, Éliane Assassi, est ce jour-là dans un fief communiste, la mairie d'Aubervilliers, pour présenter ses colistiers. Une équipe rajeunie grâce à laquelle elle espère décrocher un second siège. Suite aux élections législatives et présidentielles, le Parti socialiste n'est pas en grande forme. La République en marche ne l'est pas plus. La droite non plus. En fait, nous sommes la seule force politique à être bien dans sa tête et bien campée sur ses jambes. Voilà. Et ça, c'est un atout aussi. Nous ne sommes pas divisés. Enfin, dans ce département, la candidature d'Anina Chouchou, poussée par les associations locales, et la sénatrice sortante Aline Archimbaud. Cette avocate rom de 27 ans a vécu dans des bidonvilles. Elle s'engage pour défendre les plus démunis. J'ai décidé de lancer cette candidature au Sénat et cette liste indépendante Notre Avenir au sénatorial parce que j'ai été poussée en fait par les gens avec qui je travaille, les militants, les gens qui souffrent au quotidien et qui ont vu dans cette candidature et dans le fait de pouvoir être représentés une personne qui pourrait porter leur voix, qui pourrait porter leur combat. Et c'est en réalité cette énergie et cet enthousiasme qui m'a décidé à y aller. Au total, dans le département de la Seine-Saint-Denis, 10 listes ont été déposées. Voilà, fin de notre matinale d'info. On passe tout de suite au Zap Monde, ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV5 Monde. Et à demain. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de pluie et des vents et de vent dehors. La mer est déchaînée et le niveau de l'eau est monté. On a vu une impasse déjà totalement engloutie par les eaux. Sur l'île, les arbres sont encore debout, mais sont vraiment chahutés par les vents. Au pire, Donald Trump a qualifié les Nations Unies d'inefficaces, au mieux d'institutions qui a beaucoup de potentiel. Si le président américain s'y rend aujourd'hui, c'est qu'il entend bien la réformer. Et ce même président garde son âme d'entrepreneur new-yorkais, lui qui possède un immeuble à quelques mètres de là. J'étais votre invité le 14 juillet. C'était l'un des plus beaux défilés que j'ai jamais vus. Ça a duré 2 heures. C'était une parade militaire. Je pense que c'est une chose formidable pour la France. Les gens ne savent pas quel grand guerrier il y a dans votre pays. Mais quand vous voyez ça, toutes ces victoires, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Grâce à ce moment, j'ai pensé qu'on pourrait organiser un défilé, comme ça le jour de notre fête nationale, le 4 juillet à Washington, en bas de Pennsylvania Avenue. Il faudrait essayer de faire encore mieux, mais on a beaucoup d'avions et une grosse puissance militaire. Et je dois dire aux Américains que le peuple français était très fier de vous recevoir à Paris, vous et votre femme Mélania, le 14 juillet dernier.
Scène d'intifada à l'ivoirienne. Dans des nuages de gaz lacrymogène, des étudiants ripostent à coups de pierre. Les forces de l'ordre partent à l'assaut de la résidence universitaire. Égard à ceux qui tombent dans le piège, comme ces étudiantes totalement à leur merci. Ils se battent contre une hausse des frais d'inscription qui varie du simple au double dans les collèges et les lycées. Officiellement, c'est pour financer certains besoins supplémentaires. Pas question pour la FESI, le syndicat étudiant. Suite au passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Public Sénat appelle à soutenir la Fondation de France en faisant un don sur le site www.fondationdefrance.org ou au 0800 500 100.